Bien, bonjour à tous et à tous. Heureux de vous accueillir sur cette saison 2 du webinaire Alliance Bâtiment circulaire. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Mathieu Rigaud, qui dirige la startup TwinOps, qui est une spin-off de Vinci Facilities. On parlera de tout ça mieux que moi tout à l'heure. Et on sera en dialogue sur un sujet qui concerne de plus en plus d'exploitants, mais aussi de concepteurs de bâtiments, de plus en plus de foncières, de plus en plus de bailleurs. C'est le BIM et son lien avec le resource management et donc son lien avec l'économie circulaire. Donc, je vais partager mon écran. Je ferai une introduction très courte pour qu'on ait un contexte à notre webinaire. Voilà, normalement, vous voyez mon écran. Et ensuite, on fera 5-10 minutes maximum d'introduction. Et puis ensuite, Mathieu présentera son outil et sa vision du BIM. Je présenterai en fait MyEpsiClea et la vision du resource management et de voir comment les deux choses se marient pour le plus grand bonheur en fait des gens qui veulent générer des revenus plutôt que des déchets. Alors, petite introduction sur l'Alliance Bâtiment Circulaire, juste pour vous dire, quelques-uns sont déjà habitués, mais ce n'est pas un business, ce n'est pas une association, il n'y a pas d'adhésion. C'est surtout l'initiative qu'on a lancée pendant la crise du Covid, dès le mois d'avril, pour se dire, si on veut que le monde demain soit différent du monde d'avant, il faut déjà partager les meilleures pratiques possibles qui sont de nature à avoir un impact positif sur la santé, l'environnement et aussi la dimension économique. L'idée qu'on a eue, c'était finalement d'ouvrir d'abord nos connaissances à nous chez Epsiclea, puisque on est actif dans l'économie circulaire depuis 13 ans maintenant. Et donc, moi, en tant que cofondateur et directeur général de Epsiclea, je suis expert dans ce domaine-là depuis 2007. Et on a voulu aussi ouvrir évidemment à toute autre personne qui, dans ce paradigme de l'économie circulaire impact positif, pouvait avoir des retours d'expérience, des propositions d'outils, des méthodologies, des études de cas qui pouvaient nourrir nos réflexions et nous inspirer peut-être justement à franchir ce cap de l'économie circulaire à impact positif. Donc, l'idée de cette alliance, c'est tout simplement pour toute personne qui est intéressée et qui s'inscrit dans ce paradigme-là, de partager, comme Mathieu va le faire par exemple, son savoir-faire ou ses outils ou ses bonnes pratiques. Et nous, notre rôle, c'est un petit peu d'organiser ça. Et ça se tient tous les jeudis à 14h. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop familiers de ça, quelques mots, ça sera très court d'introduction pour bien distinguer et bien être clair sur ce qu'est l'économie circulaire. Le cradle to grave, donc du berceau au tombeau, comme disent les anglo-saxons, donc c'est le paradigme du déchet, c'est donc ce qu'on appelle la gestion de déchets. On extrait, on fabrique, on utilise, on jette. Donc ça, vous voyez à peu près comment ça se passe, c'est notre quotidien. L'économie circulaire, donc le cradle to cradle, du berceau au berceau, consiste finalement, c'est une approche biomimétique, consiste à imiter la nature. Et ce n'est pas le réemploi et ce n'est pas la valorisation de déchets. D'accord, il faut être bien clair là-dessus. Le réemploi est une composante, mais l'économie circulaire ne se limite pas au réemploi. Et la valorisation de déchets, dès lors qu'elle ne préserve pas la ressource, du type incinération ou enfouissement de terre excavée dans des carrières, on n'est pas dans l'économie circulaire. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire que les ressources soient régénérées et qu'elles puissent circuler comme dans la nature, dans un cercle idéalement infini. Donc là, on va peut-être extraire une première fois, on va fabriquer, on va utiliser, on va peut-être réparer, réutiliser, réemployer, mais à l'issue de ça, il faut bien que les composants qui constituent ces produits qui ont été éventuellement réutilisés ou réemployés, ça ne sert à rien qu'ils passent une fois par chez moi pour aller en enfouissement ou en incinération. Non, il faut que là aussi, on les re-rentre dans le cycle, dans le processus de production. C'est ce qu'on appelle l'upcyclage. Pourquoi on utilise le terme upcyclage? Parce que souvent, upcycler, le recyclage tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est souvent en fait du sous-cyclage, c'est-à-dire qu'on détruit de la valeur. L'upcyclage, c'est maintenir la qualité ou la valeur d'un matériau usagé ou d'un produit usagé, de manière à ce qu'il soit contribué à une création de valeur. Et si on détruit de la valeur, on n'aura pas de modèle économique profitable. Si on n'a pas de modèle économique profitable, on n'aura pas d'économie circulaire.
hein. On va bricoler, on va valoriser des déchets, on va peut-être faire employer une fois, mais on n'aura pas en fait ce cycle vertueux qui permet justement de régénérer les ressources. Pourquoi c'est important? Vous avez entendu pendant la crise, on a parlé pas mal de pénurie de masques, mais aussi de plexiglas, par exemple. Plus grave que ça, il y a des matières, là c'est une étude de la Yale University qui a regardé un petit peu quelles étaient les réserves dont on disposait pour ce type de métaux notamment, mais c'est vrai pour d'autres types de substances. Mais si on regarde les métaux, il y a un paradoxe, c'est que par exemple, on dit qu'il faut remplacer les énergies fossiles non renouvelables, parce qu'elles ont une durée de vie restante d'environ 100 ou peut-être 150 ans, par des énergies dites renouvelables. Mais il faut savoir qu'elles s'appuient sur des matériaux, lesquels utilisent en fait, sur des technologies, lesquelles utilisent des matériaux qui sont finalement moins renouvelables, en tout cas moins durables que les énergies fossiles. C'est par exemple le cas de l'indium. C'est indispensable à la fabrication non seulement des écrans LCD, mais aussi des panneaux solaires. On a moins de 20 ans de réserve aujourd'hui et ce n'est pas recyclé. Donc, si on ne s'organise pas dès maintenant pour pouvoir régénérer nos ressources, eh bien, elles seront perdues et on n'aura pas de plan B, sauf à changer de planète, même si certains y travaillent. Ce n'est pas possible pour tout le monde tout de suite. Donc, comme on n'aura pas de plan B, même si on change peut-être de métal, etc., on peut arriver à… Si on ne les récupère pas, toutes ces ressources-là, elles seront perdues. Il faut savoir, par exemple, que 35% du cuivre est déjà perdu pour les générations futures parce qu'il a été enfoui, parce qu'il a été alliagé, etc. Et on sait à quel point le cuivre est majeur dans notre mode de vie. Et j'en profite pour dire que les terres rares, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, ne sont pas rares. Elles sont peut-être rares pour des raisons géopolitiques, mais on a pas mal de réserves finalement sur la planète. Or, il se trouve que vous êtes tous des acteurs à des degrés divers dans le monde du bâtiment, qu'on construit beaucoup de bâtiments en France. On a un patrimoine qui est d'environ 1 milliard de mètres carrés. Il y a environ 50 millions de mètres carrés qui sont construits ou rénovés annuellement en France. Et le bâtiment, c'est un métabolisme lent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits qui rentrent et qui sortent. À un certain rythme, il y a des rythmes différents d'ailleurs. On estime qu'environ 75% des constituants d'un bâtiment sont renouvelés plusieurs fois pendant sa vie. Et pour certains, de nombreuses fois. On voit par exemple le mobilier, les systèmes techniques ou les cloisons sont renouvelés 7 fois, 3 fois, 2 fois. Évidemment, ce n'est pas le cas de la fondation, des fondations de la structure. Mais donc, il y a, contrairement à ce qu'on croit, on pense tout le temps en bâtiment, en fin de vie du bâtiment, démolition, et donc on essaye de valoriser comme on peut. Non, en réalité, ça vit un bâtiment, surtout quand c'est un bâtiment tertiaire, surtout quand c'est du commercial. Donc, il faut faire attention que ces ressources ne soient pas source de déchets, parce qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup le cas. Aujourd'hui, comme vous l'avez sans doute entendu, les déchets du BTP, c'est 70% des déchets en France. Et les 50 millions de mètres carrés dont je parlais tout à l'heure, qui sont donc construits ou rénovés en France, ça absorbe 35% des matières premières. Quand on sait qu'en plus, le bâtiment, c'est en termes d'émissions directes CO2, donc de consommation, au niveau consommation énergétique, 26%, et qu'on n'inclut pas là-dedans tout le carbone, ce qu'on appelle le carbone gris, qui a été produit pour fabriquer les produits qui vont constituer le bâtiment, depuis l'extraction jusqu'à la fabrication, on s'aperçoit qu'on est sur un secteur qui est majeur, qui peut faire vraiment la différence en termes de créer ce monde nouveau dont on parle, mais qu'il faut réaliser. D'autant plus qu'aujourd'hui, pour le propriétaire d'un bâtiment, les produits finalement usagés sont gaspillés et qui sont source de coûts. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart de mes produits vont partir en enfouissement ou en incinération. Et quand on regarde très précisément ce que deviennent vraiment les bâtiments en termes de valeur, les matériaux usagés en termes de valorisation matière, il y a une vraie différence entre ce qui est dit et la réalité. Donc, on a fait plusieurs études pour différents clients et il y a carrément des rapports du simple au double entre ce qui est annoncé et la réalité quand on a de l'information. Et puis, c'est aussi une source de coût pour le propriétaire de ces ressources-là, parce qu'en fait, il s'en débarrasse en quelque sorte. C'est encore une approche très sanitaire, très orientée déchets. Donc, il paye un gestionnaire de déchets en amont, dire voilà, débarrasse-moi de ces ressources-là qui me dérangent, dont je ne sais pas quoi faire. Et le gestionnaire de déchets va essayer de s'en débarrasser à moindre coût. Donc, ce n'est pas lui qui va aller chercher la meilleure solution de régénération, par exemple, de certaines ressources usagées qui ont pourtant des filières. C'est comme ça qu'on trouve beaucoup de plâtre qui est enfoui alors qu'il pourrait être transformé en panneau de plâtre, beaucoup de poids qui est brûlé alors qu'il pourrait être réutilisé en fait dans des panneaux de particules, etc. Bref, c'est source de coûts et de déchets pour le propriétaire, pour la foncière. Et les foncières aujourd'hui sont, avec l'article 173 de la loi donc de transition économique et croissance verte de 2015, à partir de 2021,
soumises obligatoirement à un rapport 113 sur leur impact carbone, sur un rapport extra-financier qui disent en fait en gros ce qu'ils font de leurs ressources. Et donc, ça sera important de pouvoir passer d'un modèle finalement qui est source de gaspillage et de coûts à un modèle qui est source de revenus et de préservation des ressources. Pour ça, il nous faut de la data. Pour ça, il faut fermer la boucle. Pour ça, il faut que quelqu'un, qu'on appelle un resource manager, soit capable de gérer les ressources qui constituent le bâtiment. Et on verra comment c'est possible. On le verra grâce au BIM, on le verra grâce à la plateforme MyEpsicea, comment c'est possible de pouvoir faire en sorte qu'on ne gère pas des déchets, mais des ressources, et que ces ressources, si elles sont bien gérées, trouvent des débouchés qui soient source d'économie ou de nouveaux revenus pour les propriétaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des fabricants de moquettes qui sont prêts à récupérer le nylon de vos moquettes, parce que ce nylon qui récupère des moquettes usagées, ils le revendent à leurs fournisseurs de nylon régénéré, auxquels ils achètent le nylon à partir duquel ils vont refaire les moquettes. Donc, il y a de vraies valeurs ajoutées, il y a de la vraie création de valeur à fermer la boucle. Ce n'est pas uniquement pour une question de préservation de ressources, c'est aussi une préservation, c'est aussi une amélioration de la part de produits qui va être effectivement régénérée. C'est une maîtrise et une diminution de l'empreinte carbone. C'est la gestion de revenus. Aujourd'hui, on est entre 1 et 15%. On peut récupérer jusqu'à 15% du coût d'acquisition matière initiale quand on commence à gérer ses ressources et qu'on commence à les gérer dans un cycle à travers différents produits qui sont conçus pour ça. Et comme en plus, du coup, on commence, on le verra après, à faire des choix plus conscients, plus performants, environnementalement parlant, en matière de produits, on peut avoir aussi un impact positif, par exemple sur la santé ou la qualité de l'air intérieur, qui a aussi un impact, mais ça a été positif, parce que ça augmente la performance des usagers de 6 à 9%. Donc, les études qui en parlent à ce sujet. Et ça aussi, ça peut être monétisé. Donc, en réalité, cessons de voir les produits usagés comme des déchets qui sont une source de coût, mais en réalité, prenons soin de ces ressources-là pour que quand elles sont en fin d'usage, elles soient régénérées, réemployées, puis régénérées, et source de revenus ou d'économie pour le propriétaire. Voilà. Donc ça, c'était une petite introduction. Je vais donner maintenant la main à Mathieu. Donc Mathieu, tu peux prendre Je la prends la main. main. Voilà, tu Bonjour peux te à tous. présenter et puis nous dire en fait tout ce que vous faites de beau. Alors, effectivement, alors pour me présenter, moi je m'appelle Mathieu Rigaud, je suis en charge de TwinOps chez Vinci. TwinOps, c'est une entité du groupe Vinci qui prend ses origines sur un projet de recherche et développement à l'origine sur le sujet du BIM et des usages du digital et de la donnée digitale de l'ouvrage en valorisation sur la phase d'exploitation, donc de la phase de livraison du bâtiment jusqu'à sa déconstruction. Et qui a pris son envol et est passé d'un projet de développement d'une plateforme et d'un outil de gestion pour Vinci Facilities à un outil marché et a pris son envol officiellement au 1er janvier dernier. Alors, Est-ce que tu as une caméra, Mathieu, qu'on a le plaisir de te ouais, j'ai voir? une caméra, mais comme j'ai fermé tous les volets de la pièce dans laquelle je suis D'accord, à cause de la chaleur, ça ne va pas vous donner grand-chose, mais si vous ça voulez, marche. je peux l'allumer. Hop, je vais vous partager mon écran. Hop là. Parfait. Est-ce qu'il accepte de passer un diaporama? Voilà, donc la Super. mission de TwinOps aujourd'hui, c'est la plateforme numérique au service de la performance de l'immobilier et de ses occupants. C'est vraiment tirer profit de la donnée du bâtiment pour l'ensemble de ses acteurs, que ce soit d'un point de vue ouvrage ou d'un point de vue service. Les principaux enjeux face auxquels on est et sur lesquels on se porte, ils ont été introduits pour partie par Eric. Aujourd'hui, on a un premier enjeu qui est effectivement la consommation d'énergie des bâtiments, la résilience de ces bâtiments face aux changements climatiques et aux changements de fonctionnalité et d'usage, et puis l'impact environnemental au sens global sur l'impact carbone avec l'arrivée des bâtiments C+C- et compagnie qui vont derrière sur de la basse consommation. On a un deuxième enjeu qui est le bien-être et la santé de l'humain dans le bâtiment à deux titres. Le premier, c'est celui de la qualité de vie, du confort dans le bâtiment pour ses occupants, mais aussi les risques inhérents à la maintenance et la maintenabilité du bâtiment pour les œuvrants qui le maintiennent et l'entretiennent tout au fil du temps. Et le dernier volet, on est
dans une société quand même économiquement tenue sur lequel on a à cœur l'efficience économique du bâtiment, sa compétitivité sur le marché, son agilité à s'adapter au sein d'un écosystème, d'un quartier qui va changer ou d'usages qui vont bouger. Donc ça, ce sont les enjeux sur lesquels notre mission est de mettre au service de ces enjeux l'ensemble des données du bâtiment. Si on regarde plus concrètement, on va retrouver effectivement sur la partie environnementale tout ce qui touche à l'énergie management, les contrats de performance énergétique, le cradle to cradle, la notion d'upcycling. Côté humain, on va retrouver la qualité de l'environnement de travail, confort, COV, monitoring des conditions de travail et tout ce qui va avec, l'ensemble des services personnalisés pour le bien-être des personnes, les notions de conciergerie et les TMS pour les œuvrants. Et puis sur le bâtiment, tout ce qui est suivi, pilotage des charges, optimisation des gros entretiens et renouvellements, de façon à faire durer au maximum d'un point de vue écologique et économique les équipements et d'anticiper les renouvellements et les refontes du bâtiment. D'un point de vue digital, on a 3 gros enjeux. Alors, je ne vais pas y passer beaucoup de temps aujourd'hui. Le premier, c'est la sécurisation de la donnée et son interconnexion avec les différents consommateurs et utilisateurs, que ce soit dans le cadre du Cradle to Cradle avec Upcyclea ou de tiers applicatifs type GTB, GMAO, portail de services, afin que cette donnée soit mutualisée, valorisée et utilisable et mettable à jour par l'ensemble de l'écosystème de façon sécurisée. On va être dans une optique de garantir le rendement technique et financier de l'ouvrage. Donc, on va être sur la mise à disposition des fonctionnalités de gestion technique, de suivi financier et d'optimisation dedans à destination des propriétaires, des gestionnaires, mais aussi des occupants en termes de responsabilisation d'usage. Et puis, sur une période un peu plus longue, sur la notion de capitaliser et de rassurer sur la pérennité de ces informations et la fiabilité de ces informations pour baser des décisions à moyen ou à long terme. En termes de données, on parle de quoi quand on parle de ce que gère TwinOps aujourd'hui? On va parler de 5 grandes typologies de données qui vont de la représentation graphique 3D ou 2D, qui va nous permettre d'extraire et de générer les listes de ce que compose le bâtiment en termes d'équipement ou en termes de matériaux, ainsi que leur localisation et leur fonction dans le bâtiment. On va retrouver sur un deuxième volet tout ce qui correspond aux données techniques. Ce sont toutes les données manufacturières sur un équipement ou des matériaux qu'on peut récupérer soit directement des maquettes numériques, soit des bases de données type BIMenco, BIMobject ou autres d'un point de vue technique et référence, même vers les PIM des manufacturiers, donc les bases de données manufacturières pour pouvoir enrichir les connaissances et le savoir sur ces équipements. Et d'ailleurs, je le présenterai après, Upcyclea fait partie d'une partie de ses fournitures sur la qualification des équipements et des matériaux à partir des références. Le troisième volet, on est sur les données d'asset management et de life cycle, donc toutes les données qui permettent de suivre et en fait le carnet de santé un peu de l'ouvrage sur lequel on va pouvoir tracer tout ce qui a été réalisé en termes de maintenance, de travaux, que ce soit de la maintenance préventive ou curative, et puis l'ensemble de l'évolution de chacun des éléments du bâtiment depuis sa mise en œuvre, jusqu'à sa déconstruction et son suivi en retraitement. On va avoir toutes les données qu'on appelle temps réel, donc issues des GTB, des GTC, des objets connectés ou des operating systems, qui vont nous fournir là, pour le coup, le pouls en temps réel du bâtiment sur ces données de consommation, de confort, de capteurs ou de comportement d'action dessus, puisqu'on récupère aussi les données de consignes qui sont données par les occupants sur le fonctionnement du bâtiment. Et le dernier volet, c'est l'aspect analytique, contractuel et financier. C'est-à-dire que pour l'ensemble de ces éléments et systèmes du bâtiment, on va retrouver un ensemble de contrats et de clauses contractuelles entre les acteurs qui sont rattachés et reliés, qui permettent de définir des niveaux de service, des niveaux d'engagement, des niveaux économiques associés et un suivi qui va avec. Donc, le TwinOps a cette fonctionnalité-là, ce qu'on appelle un BIS, un Building Information System, qui a la charge de générer et de gérer le référentiel et de connecter l'ensemble de ces données de façon à les contextualiser et à en donner accès aux occupants. Dans l'accessibilité de la donnée derrière, l'objet de TwinOps, c'est de fournir des interfaces dédiées à chaque métier. Donc, les fonctionnalités peuvent être transverses, mais les fonctionnalités sont propres à chaque métier aussi en termes de visibilité. C'est-à-dire qu'on peut utiliser typiquement la capacité à visualiser en carte de chaleur ou en heatmap les espaces. Un technicien va plutôt orienter
sa visualisation d'indicateurs de température, de confort dans le bâtiment ou de taux de panne, là où un propriétaire va plutôt orienter l'indicateur sur des valeurs de rentabilité économique, de taux d'occupation en optimisation ou de charges associées. Voilà. Donc, c'est la même fonctionnalité technique, mais on a un point de vue qui est différent sur des valeurs différentes, pourtant partagées en termes de données, d'espace et de définition du bâtiment. En termes de fonctionnalité, on va retrouver, là je vous ai mis quelques exemples, mais on retrouve les grands cœurs que sont la GED, puisqu'il y a un moment où il faut quand même pouvoir stocker cette donnée, la gérer. Donc, même si on est spécialisé sur la partie BIM, on intègre la gestion de données pour les contrats, la gestion de suivi, traçabilité sur les équipements, les comptes rendus, les veilles réglementaires et la suivi documentaire. On va retrouver des suivis d'actualité, on va retrouver tout ce qui est analytics et BI derrière, où on va retrouver un certain nombre de dashboards, que ce soit sur la qualité de service dans le bâtiment en termes de maintenance, des notions d'énergie, des notions de taux d'occupation, des notions de recyclabilité si on est sur du bâtiment, du scoring d'asset management. Voilà, tout un tas d'indicateurs qui peuvent être soit en standard, soit être paramétrés par les utilisateurs. La notion de gestion du ticketing aujourd'hui pour bien piloter la maintenance curative et le suivi des occupants. Et puis, bien sûr, notre cœur de sujet qui est le traitement des maquettes 3D et la visualisation 3D. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur de la partie heatmap, de la réservation de salles de réunion contextualisée en fonction de si on est sur un volet de visualisation plutôt occupant ou plutôt technique. Mais je ne vais pas rentrer dans tout le détail de TwinOps parce que Eric m'a donné 15 minutes, je pourrais y passer 2 heures à aller dedans. Si on focus sur le modèle de données, ce qui nous intéresse dans la relation, notamment sur la traçabilité des œuvrages, en fait, la plateforme traite en ontologie l'ensemble du bâtiment, de ses fonctions et de ses localisations, ce qui nous permet de générer des modèles CRAF, ici celui géographique, sur la base d'une logique de site, bâtiment, étage, compartiment, pièce, et après sur le lot pour descendre jusqu'aux équipements et à la liste des équipements. Donc, on est capable de déterminer très précisément de quel équipement on parle, de sa localisation, de son enjeu dans le bâtiment. Et c'est ce qu'on partage aujourd'hui avec les différents acteurs en termes de référentiel. Qu'est-ce qu'on fait plus concrètement sur la notion de C2C et d'upcycling? Notre premier rôle à nous, ça va être d'extraire de l'ensemble des données du bâtiment une donnée structurée qui se met en relation et qui permet d'identifier l'ensemble des équipements ou des matériaux présents dans le bâtiment. Donc, on va déjà extraire toutes ces clés de départ, donc toutes ces références d'équipement, ces quantitatifs et tout ce qui va avec. Et puis derrière, on va s'appuyer sur des plateformes comme celle de Psycléa, sur laquelle on va aller interroger à partir de cette liste, on va aller interroger quelles sont les informations liées à une logique de recyclabilité, à une logique de décomposition de matériaux ou autres, les équipements qui portent un intérêt sur ces sujets-là. Et on va pouvoir identifier une première passe de gisement et de ressources disponibles dans le bâtiment. Donc, à cette étape-là, on aura soit éventuellement des passeports. Quand les matériaux ou les équipements sont certifiés, on aura la récupération de leur passeport circulaire et leur identification comme certifiés. Upcycléa a la particularité de nous fournir aussi les équipements qui sont recyclables, bon, pas forcément leur passeport, mais qui ont une capacité à disposer potentiellement d'un passeport. Donc, ça nous permet d'élargir la liste d'équipements compatibles ou à future compatibilité avec de la valorisation derrière. Donc là, on va créer le gisement, on va l'identifier, on va identifier sa volumétrie, ses quantitatifs et le niveau de qualité qui va avec au démarrage du projet. Derrière, c'est intéressant d'identifier la ressource, sa quantité et sa localisation. Par contre, on est sur des bâtiments qui sont relativement récents ou neufs, même si on en digitalise de plus en plus aujourd'hui dans le cadre de nos projets. Mais on a besoin de savoir et de pouvoir informer l'écosystème d'une disponibilité potentielle de ces éléments, équipements ou matériaux. Et c'est là où les parties de TwinOps qui intègrent toutes les lois de vieillissement et le suivi de vieillissement par rapport aux étapes de maintenance, aux intégrations GMAO et notamment sur la norme NEN 2767 nous permettent aujourd'hui d'avoir non seulement ici une durabilité théorique de l'équipement ou du matériau, mais une corrélation monitorée, c'est-à-dire en temps réel, mais presque, au fur et à mesure du bâtiment sur un niveau de détérioration et donc une potentielle recyclabilité de l'élément à plus ou moins long terme par rapport au recadrage théorique. Donc là, on va être effectivement sur la capacité à recaler une disponibilité potentielle
de disponibilité de la ressource. Donc ça, c'est la phase de caractérisation et de suivi de la ressource. Derrière, dans le cas du monitoring, on va effectivement avoir des dashboards qui permettent de suivre l'état des ressources et de monitorer en temps réel la recyclabilité de l'ouvrage. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'à la date T initiale, un certain nombre d'équipements ou de matériaux n'étaient pas valorisables que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire 10 ans à l'échelle du bâtiment, ce ne sont pas des matériaux, des équipements qui ont une filière de recyclabilité ou obtenu un certain nombre de passeports puisqu'elles se sont mises en œuvre. Donc, on a un monitoring permanent et on a un update régulier, notamment avec la plateforme de Psychea, pour définir et valoriser un scoring du bâtiment et une mise à jour de sa recyclabilité. Derrière, on a une notion, ce n'est pas le tout de savoir qu'on a des équipements qui sont recyclables et qui arrivent en fin de vie, c'est qu'il faut alerter et informer l'ensemble des gens qui vont avoir à le gérer derrière. Et c'est un des rôles qu'on a au travers du tagging dans notre modèle de données, c'est quand on a un projet qui est détecté sur l'ouvrage au travers des maquettes numériques, des mises à jour ou des travaux à réaliser, on va pouvoir informer l'ensemble des exploitants du site que tel ou tel équipement ou tel matériau a une filière de valorisation qui lui est donnée et pouvoir faire la relation dans l'accompagnement avec Psychea sur justement la meilleure filière à mettre en œuvre de façon à réemployer l'ensemble de ces équipements et de ces matériaux et d'assurer la collecte, la revalorisation et sa valorisation, qu'elle soit d'un point de vue écologique ou économique, puisque un certain nombre de matériaux ont aussi une valeur marchande sur le marché. Ce qui nous amène au dernier point, c'est qu'au sein de TwinOps, on gère la donnée du bâtiment sur du long terme et on assure la traçabilité et l'historisation de ces données de façon à pouvoir justifier à tout moment la valorisation économique qui a été faite d'un point de vue contrat et réglementaire dans le suivi des matériaux et des équipements, puisque Eric en a parlé tout à l'heure, ce sont des choses qui arrivent de plus en plus vite avec des contraintes très fortes d'un point de vue étatique et réglementaire. Donc ça, c'est la chaîne aujourd'hui sur laquelle s'inscrit TwinOps à partir du modèle de données du bâtiment et de ses composants en lien avec des plateformes dédiées avec qui on va partager la ressource, partager l'état de la ressource, récupérer une qualification des équipements et des objets et ensemble, on va pouvoir accompagner le processus de retraitement et la traçabilité de retraitement d'un point de vue exploitation du bâtiment. Je vous ai mis un projet ici, un exemple de projet avec le plus gros aujourd'hui sur le sujet de C2C. Alors, avant qu'il arrive en recyclabilité, on croise les doigts pour que ce ne soit pas tout de suite, puisqu'il sort de terre, qui est l'archipel Vinci, qui est le siège de Vinci, qui fait à peu près 120 000 m² au total, mais dont 74 000 m² de bureaux, une fois qu'on a retiré les parkings, les zones d'usage et tout ce qui va autour. Donc, c'est un bâtiment, effectivement, vitrine, étant notre siège, mais qui, depuis 3 à 4 ans, a intégré l'ensemble de ces sujets environnementaux et écologiques. Alors, il y a bien sûr les certifications, on va retrouver du HQE, du BREEAM dedans et du BREEAM in Use, mais aussi la démarche C2C, dès les phases d'études, qui a été de définir et de choisir des matériaux avec un fort taux de recyclabilité et une empreinte carbone la plus basse possible. Donc, on a notamment aussi tout ce qui est équipement et matériel biosourcé. Il y a tous les labels liés à la consommation d'énergie, à la logique de plus c'est moins dedans, les qualités de cadre de vie. On retrouve en fait un concentré de, certains diront contrainte, d'autres diront innovation, mais un concentré de tout ce qui doit et sera mis en œuvre sur l'ensemble des bâtiments à venir à court ou moyen terme en fonction de l'évolution. Voilà. Donc, nous, on a accompagné au sein de TwinOps, on a accompagné cette démarche, la traçabilité de données, les prérequis sur la partie BIM, de façon à pouvoir identifier les équipements et les matériaux dedans, donc le niveau d'enrichissement. Et on assure la prise en charge des maquettes numériques et leur mise en production dans TwinOps, ainsi que le suivi pendant la phase d'exploitation des sujets du cradle to cradle. Voilà pour les différents points. Je ne sais pas si j'étais dans les temps. Très bien, Mathieu. Super. Ouais, super, je reprends la main. Donc, ouais, merci, c'était très clair. Je pense que vous voyez maintenant mon écran. Donc, en fait, on s'est un petit peu rencontrés avec Mathieu et Vinci Facility, justement autour d'Archipel, donc le siège social, donc
nous, on est en charge de la partie cradle to cradle. Et je voulais vous expliquer, en fait, pour ceux qui ne sont pas familiers, parce que c'est un terme qu'on a introduit, finalement, ce que c'est le resource management. On connaît le facility management, donc maintenir finalement le bon fonctionnement des équipements techniques. Finalement, le resource management, c'est maintenir un produit, une ressource, le statut de ressource tout au long de sa vie et même après sa vie, puisqu'il va être régénéré peut-être dans un cycle fermé ou un cycle ouvert. Du coup, quand on a la manière dont on a conçu, par exemple, Archipel, on l'a conçu le plus possible selon le principe banque de matériaux. Pour faire du resource management, pour générer de la valeur en aval, pour faire tout le travail dont vous parlez, Mathieu, il faut avoir pensé correctement notre bâtiment en amont. L'éco-conception et le ressources management sont les deux phases de la même pièce. Si on éco-conçoit, mais qu'on ne gère pas nos ressources ensuite, ben en fait, on aura fait peut-être de la surqualité qui finira en enfouissement, en incinération. Si en fait, on n'a pas fait de l'éco-conception, on aura du mal à gérer. Et on le sait bien aujourd'hui, quand on fait ce qu'on appelle les diagnostics ressources de bâtiments existants, c'est terrible parce qu'on n'a pas d'informations sur les produits. Enfin, c'est très difficile de déposer des produits qui sont éventuellement intéressants, ça coûte très cher, on nous fait payer très cher, etc. Donc, le principe d'un bâtiment banque de matériaux, c'est de se dire on construit le bâtiment pour que ce soit le plus démontable possible et on caractérise ses composants à travers ce qu'on appelle les passeports circulaires, c'est-à-dire que c'est une carte d'identité où on va trouver l'information, la data sur la composition, les prochaines vies, l'empreinte carbone, l'énergie qui a servi à fabriquer le produit, son impact du coup dans le processus de production sur l'eau, sur l'humain, la part recyclée, la part biosourcée, des instructions de montage et démontage. En gros, tout ce qui va permettre de faire en sorte que le bâtiment soit qualifié à travers ses produits et qu'en fin d'usage, un produit, parce qu'on connaît sa composition, parce qu'on sait comment le démonter, on puisse le déposer à un coût qui soit le plus faible possible et qu'on sache comment faire derrière, je vous montrerai comment, ce qui fait qu'on aura des chances d'avoir un modèle économique profitable. Et comme je disais précédemment, s'il n'y a pas de modèle économique profitable, il n'y a pas d'économie circulaire. Pour ça, donc, il y a 4 ans, je vous dis, ça fait 13 ans qu'on a le business de l'économie circulaire. On a introduit ici en France en 2007. À l'époque, on s'appelait encore EPA. On a fusionné avec EPA, donc on est devenu Upcyclia fin 2019. Donc, on s'est dit, il y a 4 ans, on manque d'outils, on manque de données et on bricole. Donc, on s'est dit, il faut d'abord en fait implémenter. On avait travaillé sur le projet européen BAMB, où cette notion de bâtiment, banque de matériaux, Building as Material Bank, avait émergé. Cette notion de Material Passport, on l'avait aussi créée à l'époque. Donc, on s'est dit, on va l'implémenter. Et on l'a implémenté dans des librairies qui sont disponibles dans le module passeport de MyUpcyclia. On donne des comptes gratuits à des fabricants qui peuvent du coup déclarer des passeports en donnant toutes les informations que je précisais tout à l'heure. On fait un contrôle qualité, on va un petit peu les noter comme Yuka pour les produits alimentaires. Donc, ils auront des pictos ou pas, colorés ou pas, selon que leur déclaration soit certifiée par des tiers ou pas. Et ça permettra du coup aux maîtriseurs de pouvoir faire des choix de produits sains et circulaires dans cette base de plusieurs milliers de produits. Et l'accès à cette base aussi est gratuit. Donc, ce qu'on a voulu, c'est vraiment démocratiser l'accès à des produits de qualité pour créer des bâtiments circulaires. Et c'est la première chose à faire. Donc structurer cette information. Évidemment, quand on fait des choix de produits, encore faut-il choisir des bons produits. Donc, on a intérêt à choisir des produits qui sont soit certifiés Cradle ou équivalents, pas forcément certifiés, mais qui ont été, dont on connaît la non-toxicité, dont on connaît le potentiel de circularité, parce qu'il y a des prochaines vies qui sont envisagées, qu'il y a des systèmes de reprise, etc. Donc, on connaît l'empreinte carbone, l'énergie de fabrication, l'impact sur l'eau, l'impact social. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 produits qui sont certifiés Cradle to Cradle. Mais si vous avez un produit local ou qui n'est pas certifié mais qui est équivalent, on peut le retrouver dans la base que je vous ai présentée en haut à droite. Donc, ce ne sont pas que des produits Cradle to Cradle, mais il faut que ce soit des produits qui aient, en fait, on va dire, des qualités un petit peu équivalentes, en tout cas dans les scénarios de certification basiques du Cradle to Cradle. Quand on a ça, c'est bien, parce qu'en fait, on peut avoir des données, et ces données-là, on va pouvoir justement, je reparlerai ensuite évidemment du lien avec TwinOps et avec le BIM, ces données-là, quand on a finalement un bâtiment constitué d'un gisement de produits caractérisés par leur passeport, on peut faire des calculs. Donc, on peut calculer compte tenu de leur quantité. Donc, finalement, c'est quoi un gisement? C'est un produit caractérisé par un passeport, une quantité, une localisation. Donc, on peut calculer des empreintes carbone, y compris scope 3. C'est-à-dire on est sur ce qu'on appelle le scope 3, donc les émissions indirectes carbone, c'est-à-dire celles qui sont contenues, si je puis dire, le carbone gris contenu dans le produit depuis son extraction jusqu'à sa fabrication. Donc là, on peut mesurer ça.
en s'appuyant notamment, on retrouve dans ces librairies-là en fait, des données qu'on trouve dans les FDES et de la base INES. On peut calculer la non-toxicité, on peut calculer en fait le degré de circularité, la part de matériaux recyclés, le degré de démontabilité, et aussi on peut calculer, ça c'est encore plus intéressant, la valeur économique résiduelle, c'est-à-dire que nous on a de grosses tables, voilà, par produit et par matériaux, et on sait en fait sur la base du marché, en hypothèse haute et basse, combien on peut revendre en réemploi ou en upcyclage une ressource usagée. Donc, en ayant ça, en y rajoutant les économies de non mise en décharge, mais par contre en rajoutant les surcoûts de dépose sélective, en pondérant ça par l'usure et la démontabilité, on est capable, en pourcentage par rapport au coût d'acquisition matière initiale, de dire, ben voilà, ce bâtiment-là, compte tenu de ces matériaux-là qui sont caractérisés, dont on sait ce qui pourrait devenir, voilà sa valeur économique résiduelle. Et on travaille, c'est le cas par exemple ce qu'on fait avec Accor et des experts immobiliers, à voir comment ça peut être réintégré dans le bilan d'un bâtiment, notamment au niveau de sa valeur vénale. Alors évidemment, et ça c'est le dernier module, et c'est ce qui intéresse beaucoup TwinOps et encore plus Vinci Facilities, qui a un travail évidemment de Facility Manager, c'est comment, par exemple, Vinci Facilities peut devenir un Resource Manager, puisque ce sont des gens qui sont déjà dans la place, dans un bâtiment. Vinci Facilities gère aujourd'hui 30 millions de mètres carrés. Comment ils peuvent en fait augmenter leur présence et leur impact positif sur le client pour que le client, justement, grâce aux travaux de VF, puisse justement non plus d'une part générer des déchets, mais en plus récupérer des revenus ou au minimum faire des économies. Ben là, il faut créer ce qu'on appelle les écosystèmes. Donc, on a un module qui va utiliser, qui va recenser, on a déjà recensé les gisements du bâtiment caractérisé, notamment grâce au BIM, mais je reviendrai dessus tout à l'heure, grâce à TwinOps. Mais MyEpsiClad permet aussi de recenser des centaines et des centaines de transformations qui sont elles aussi caractérisées, alors que ce soit du transport, de la collecte, mais aussi de la transformation chimique, mécanique, dont on a besoin pour finalement transformer le gisement dans la qualité attendue par le besoin. Et donc, le besoin est aussi recensé grâce à MyEpsiClad et caractérisé. Et vous voyez, en fait, on inverse le modèle dans un modèle orienté déchets. On part d'un tas de déchets dont on ne sait rien et dont on essaie de se débarrasser en payant quelqu'un qui s'en débarrasse de son côté à moindre coût. Là, on dit non, non, qui sait qu'il y a des besoins caractérisés? Et ces besoins caractérisés, ben, cette personne-là, si on voulait par exemple, DIM, par exemple, voulait du nylon recyclé, régénéré pour faire des collants, ben, il est prêt à payer pour la matière première, ben, il sera prêt à payer pour la matière première secondaire, même si cette matière première secondaire est issue par exemple de moquettes usagées qu'on a transformées par dépolymérisation pour régénérer du nylon qu'on revend à DIM ou qu'on revend aux fabricants de moquettes, c'est ce que fait Tarkett d'ailleurs, pour fabriquer de la moquette à partir de moquettes usagées. Oui. Donc ça, c'est vraiment le principe, c'est de la ressource management, c'est finalement un broker. Un ressource manager, c'est un broker qui va gérer les ressources, qui va avoir une espèce de cockpit où il va avoir des gisements d'un côté, des transformations et des besoins, et qui va faire en sorte, aider en cela par des technologies d'intelligence artificielle, de trouver plus facilement comment associer du gisement, des besoins et des transformations au sein d'écosystèmes, dans un premier temps peut-être de réemploi ou directement de recyclage, ou les deux, et puis de comparer selon le revenu, selon l'empreinte carbone, lequel il préfère. Et c'est là, bien sûr, le lien avec des plateformes comme TwinOps sont extrêmement précieux. TwinOps donc a compris beaucoup de choses en fait et est vraiment au cœur, je pense, d'un dispositif pour l'amélioration et l'industrialisation finalement d'un bâtiment, puisqu'en fait, c'est un petit peu l'operating system. Hein, je crois que vous dites, Mathieu, Building Information System. Donc, c'est un petit peu le centralisateur qui va permettre à des outils métiers comme le nôtre, en fait, de pouvoir être agrégés pour pouvoir donner une vision centralisée donc, à l'exploitant et à travers lui donc, au client. Et j'en dirai deux mots tout à l'heure parce que vous avez bien compris que ce que disait Mathieu, et ça c'est important, c'est que dans le BIM exécution, on va avoir des données qui ne sont pas très structurées. Ce que fait TwinOps va commencer à structurer ces données, donc apporter davantage de sémantique pour avoir vraiment des véritables gisements plutôt qu'une collection de fenêtres, par exemple, dans un bâtiment. Nous, ces gisements-là nous intéressent, c'est-à-dire soit on les rentre manuellement dans la plateforme, soit on les rentre par un export, soit on se synchronise avec, par exemple, TwinOps via des API pour faire en sorte que finalement, du point de vue de l'exploitant, il n'est pas rentré deux fois ces informations, mais qu'elles soient synchronisées et qu'on puisse, en fait, puisqu'un bâtiment sa vie, comme je disais au tout début, puisse faire en sorte que les matières qui sortent soient régénérées et les matières qui rentrent soient bien caractérisées. Donc, en gros, c'est ça ce que fait MyEpsiClad. C'est un logiciel de gestion circulaire des bâtiments. Ça importe, ça caractérise,
ça connecte des partenaires, on a vu transformateurs, ceux qui ont des besoins, ceux qui ont des gisements, etc. Ça donne d'accès à plein de données, de passeports circulaires, de transformation et de besoins. Si on n'a pas ces données-là, ben, en fait, on a un outil aussi vite qu'Excel quand on ne sait pas l'utiliser pour ces fonctions puissantes qui le recouvrent. Et derrière, ça propose, ça supervise des écosystèmes profitables de réemploi ou de recyclage. Ça permet de générer des revenus plutôt que des déchets et ça permet de générer des indicateurs lors de l'éco-conception, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que nous avons tout à l'heure, la signature circulaire, ou lors de la gestion des écosystèmes, parce qu'on est capable de récupérer, de calculer le CO2 évité, les déchets évités et les revenus effectivement générés. Ouais. Donc, évidemment, le lien avec TwinOps, c'est pour nous en fait stratégique parce que TwinOps a de la data, il a les gisements, il a fait ce travail qui est nécessaire de pouvoir structurer la donnée. Maintenant, quand on a un BIM exécution en général, on n'a pas forcément une donnée qui est suffisamment enrichie, c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, donc il va l'enrichir à travers différents outils métiers type GTB, GTC et autres. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer ou se synchroniser de manière avec TwinOps pour avoir accès aux gisements. On va les enrichir, ces gisements, et donc les rendre disponibles à TwinOps si le client le souhaite, pour connaître les passeports circulaires dont nous on dispose, mais qu'on va associer aux objets BIM qui auront été référencés. Du fait des gisements et des calculs qu'on est capable de mener, on peut générer des signatures circulaires qui, là aussi, peuvent remonter chez TwinOps comme indicateur extrêmement intéressant par rapport au carbone, la valeur économique résiduelle, le degré de circularité, le degré d'endosité. Et quand, à travers nos algorithmes et notre module de gestion, on est capable d'identifier un ou plusieurs écosystèmes pour répondre à des besoins ou des fins de gisements qui sont identifiés et qui doivent être valorisés, ben, le résultat va être transmis là aussi sous forme d'exemples d'écosystèmes, enfin de résultats en termes d'écosystèmes et d'indicateurs de valorisation en termes de CO2, déchets évités, de revenus générés. Donc ça, c'est vraiment important de voir que finalement, on est en train de connecter des outils qui sont intégrateurs, donc de manière spécifique pour MyEpsyclia, c'est-à-dire intégrateurs de gens qui sont dans le métier du réemploi et de l'upcyclage, et dans le cas de des gens qui sont intégrateurs d'outils métiers, des outils comme le nôtre, mais aussi, comme l'a dit Mathieu, la GMAO, la GTB, la GTC, etc. Voilà, donc c'est des choses qui sont en train de se déployer en France. C'est encore modeste au regard des 50 millions de mètres carrés qu'on rénove ou qu'on construit par an. Mais il y a quand même, en fait, bon, on parlait du siège social de Vinci, il y a la compagnie de Strasbourg qui est dans les parcs d'activités, Frey, la Postimo dans les centres commerciaux, Next City pour le campus universitaire de Deloitte, des logements avec Airtel, Sogeprom ou des hôtels avec Accor. Donc, c'est encore faible en termes de pourcentage de mètres carrés, mais on est sur une autre courbe, un autre paradigme que le paradigme habituel de création de déchets et de destruction de valeur pour le propriétaire. Voilà ce qu'on voulait partager avec Mathieu. Et si vous avez des questions, on est à votre disposition pour y répondre. Il nous reste pour ça une quinzaine de minutes. Donc, n'hésitez pas, par chat ou tout simplement en levant la main ou en prenant la parole, en démutant votre micro, et on vous répondra du mieux possible. Alors, s'il n'y a pas encore de questions, moi j'ai une question pour Mathieu, si tu veux bien, Mathieu. Vas-y, Eric. Parce que souvent, on nous dit, mais en gros, j'ai déjà un BIM, donc j'ai un BIM exécution, pourquoi j'aurais besoin de passer par un BIM exploitation? Et j'aimerais que tu clarifies ça parce que souvent les gens pensent à tort que ça suffirait d'avoir un BIM exécution pour pouvoir faire de la gestion derrière. En fait, si on réfléchit purement en termes de BIM, c'est-à-dire en termes de modélisation et d'informations factuelles sur les objets ou catégorisation, un BIM exécution peut faire l'affaire. Le problème, c'est qu'il est compliqué à valoriser puisqu'il revient à capter la même information qu'une liasse de plan traditionnelle 2D. Ce qui est intéressant dans la logique de passer d'utiliser le BIM sur la phase d'exploitation, c'est la logique de passer d'une gestion de la donnée en documentaire à une logique objet. C'est-à-dire que sur un plan, on va gérer des plans qui correspondent au deuxième étage, au troisième étage, puis on va gérer ce plan et l'élément de référence va être le plan. Alors que sur une logique de maquette numérique, on va être sur la logique d'objet, c'est-à-dire l'élément présent dans cette maquette et unitairement qui compose le bâtiment. Donc, en fait, toutes les briques Lego qui sont dedans.
Et cette logique d'être capable de détailler un bâtiment sur une logique objet permet derrière d'aller rattacher tout un tas d'informations à ces objets, et ces objets sont caractérisés par leur emplacement, leur assemblage dans le bâtiment, leur espace et une logique dimensionnelle. Et c'est toute cette corrélation, en fait, cette mise en contexte d'un objet et son rattachement d'informations qui fait sa valeur en phase d'exploitation, parce qu'il va permettre de catégoriser les données qui sont à suivre et qui vont être à mener. C'est typiquement le fait qu'on va refaire un troisième étage, par exemple sur un bâtiment. Ce troisième étage, on va pouvoir assez vite définir quels sont les objets qui localisent et les matériaux qui s'y trouvent dedans, et de pouvoir identifier quelles sont demain les ressources ou les sources de gisement qui vont être associées à ce projet-là, alors que dans un cas traditionnel, on ferait des ratios à partir de quantitatifs globaux du bâtiment tirés. Donc, c'est tout l'intérêt en fait derrière. Après, un BIM en exploitation, au sens de la maquette numérique en elle-même, n'est qu'un BIM exécution qui est mis à jour, maintenu et suivi dans le temps. Tu exprimais tout à l'heure le fait que 75% d'un bâtiment était renouvelé. Penn State University est même monté jusqu'à 85 sur les bâtiments aux États-Unis. Oui, c'est parce qu'ils sont plus en match métal. Ouais. Voilà, ça veut dire que globalement, si l'ensemble de cette donnée n'est pas maintenu à jour et suivi, à la fin, il n'y a que 15 à 20%, allez, 25% si on est généreux, de la donnée qui est encore fiable au moment où on va en avoir besoin et on va devoir l'utiliser. Donc, le BIM en exploitation, ça demande, s'il a été correctement conçu en BIM exé, ce n'est qu'une mise à jour et un enrichissement permanent dans la suite et dans la continuité sur un investissement qui a été réalisé, qui est parfois relativement coûteux en phase de construction et d'exécution. Oui. Mais tu as dit un point important, c'est l'aspect enrichissement, parce que nous, il y a beaucoup de choses qu'on a vues, beaucoup de BIM qu'on a vues qui sont de qualité en termes de maquette, etc. Mais au niveau données, qui sont finalement assez pauvres. Et si on ne passe pas par cette phase d'enrichissement et aussi de structuration, c'est difficile d'exploiter et de fonctionner. Donc, nous, c'est ce qu'on avait apprécié quand on a regardé TwinOps, c'est de voir qu'il y avait finalement une phase d'import, si je puis dire, du BIM exécution, mais avec une phase d'agrégation et avec un ajout sémantique et un enrichissement qui permettait du coup, derrière à des outils métiers, de pouvoir ne pas avoir à faire ce travail justement d'agrégation et de structuration. En fait. Et donc, Alors, en fait un BIM exécution paraît pauvre en termes de data et de métadata sur des équipements pour l'exploitation, mais il est suffisant pour la phase d'exécution. C'est-à-dire que ce sont des données de suivi qui, à l'instant T, pendant la phase de réalisation, n'ont pas forcément d'intérêt puisque l'info a été utilisée ou consommée éventuellement à l'étape étude. Alors, ça commence à s'enrichir à cause des besoins de traçabilité et de suivi de conformité dedans pour la phase de réalisation, mais ce sont des données qui ne sont pas forcément utiles à l'instant T, qui sont faciles à acquérir au moment de l'exécution parce que disponibles chez les fournisseurs, chez les fabricants, dans les bases de données, tant à la phase d'étude qu'à la phase d'exé, qui sont beaucoup plus compliquées à acquérir en phase d'exploitation ou après quelques années, parce que les références sont plus disponibles chez les fournisseurs et qu'ils ne s'embêtent pas forcément à suivre les informations et à garder dans leur base de données de l'historique sur leurs équipements ou leurs matériaux. Et c'est là qu'est le challenge, c'est de récupérer l'information au moment où elle coûte le moins cher pour être valorisée sur du long terme derrière. La notion de pérennité et d'usage de la donnée est très différente entre un projet et une phase d'exécution qui va durer 2 ans ou 3 ans, globalement, et une phase d'exploitation qui va durer entre 20 et 30 ans en fonction de la durabilité du bâtiment. Donc tout l'enjeu, il est là en fait. C'est pauvre pour l'exploitation, mais bien géré, ça peut être suffisant pour permettre de basculer en exploitation, mais c'est suffisant pour la phase d'exécution et d'étude. Oui, tout à fait. Non, je te rejoins complètement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on entame un petit dialogue avec Mathieu parce que c'est toujours passionnant d'avancer dans l'approfondissement de nos expériences respectives. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Il y a une question de Véronique Linet qui demande à quel rythme, c'est très bien pour toi ça, à quel rythme la démocratisation de l'approche peut être envisagée et quels sont les leviers de succès de la démocratisation? Ah bah merci, j'avais pas vu la question. Là. Merci Mathieu. Donc, comment passe la démocratisation de cette approche selon vous? Quels peuvent être les leviers? Alors, les leviers, ils sont multiples en fait.
D'abord, alors, quand on dit cette approche, je ne sais pas si vous parlez du BIM exploitation ou du resource management. Alors, je vais le prendre comme resource management. La démocratisation du resource management, elle passe, et c'est déjà bien commencé, par la démocratisation du BIM. Donc, on en parle beaucoup. On sait qu'en fait, c'est encore pas suffisamment déployé, mais il y a des grosses foncières et autres bailleurs sociaux qui s'y sont mis big time. Et donc, c'est en train de se déployer à grande vitesse. Et nous, ce qu'on dit, c'est que des outils comme TwinOps ou équivalents sont majeurs parce qu'il y a une vraie différence entre le BIM exécution, comme on vient d'échanger, et le BIM exploitation. Donc, il y a besoin, comme levier, que des outils BIM exploitation, aussi performants que TwinOps, par exemple, en fait, existent pour qu'on puisse venir se plugger derrière et que ce ne soit pas de la saisie manuelle dans les outils. Après, la réglementation peut aider. Aujourd'hui, la loi de janvier 2020 sur l'économie circulaire et la lutte contre le gaspillage au niveau du bâtiment aide énormément. La loi de 2015, en fait, dans laquelle il y avait un article 173 sur les rapports extra-financiers, devient obligatoire à partir de 2021 pour les foncières cotées. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé de montrer patte blanche. Aujourd'hui, il faisait faire en gros un rapport approximatif, un peu top-down par un cabinet de consultants. Maintenant, il va falloir qu'ils soient plus précis et notamment qu'ils intègrent les contraintes Scope 2 et Scope 3 au niveau émissions carbone dont je parlais tout à l'heure. Donc, il va falloir qu'on se rapproche davantage de la réalité pour pouvoir faire en sorte qu'on mesure des choses réelles plutôt que des espèces d'approximations dont, de toute manière, personne ne pourra jamais critiquer le résultat. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Et en plus, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se produire. Donc nous, on l'a vu. Je vous dis, en fait, on a introduit le Cradle en France il y a 13 ans, en 2007. Quand on en parlait de ce qui ne s'appelait pas encore l'économie circulaire, parce que le terme date à peu près de 2012-2013 avec Hélène MacArthur, on nous regardait comme si on était des extraterrestres, en fait. On dit, mais de quoi tu parles, en fait? Donc, ce n'est même pas que les gens étaient contre, c'est que les mots glissaient sur eux, en fait. C'est-à-dire que leur perception, leur logiciel n'était pas capable d'appréhender des mots, mais ça passait au-dessus ou à côté. Et on s'est aperçu depuis toutes ces années-là, bon là, on a continué un petit peu à prêcher, à insister, mais que les choses ont évolué, la conscience a évolué, les valeurs ont évolué. Peut-être la crise du Covid a encore accéléré les choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, on sent une très forte accélération, notamment au niveau des foncières, qui se disent effectivement, bon, maintenant, on a un rôle à jouer. Et c'est lié aux personnes, finalement. Qu'est-ce qui évolue sinon le niveau de conscience des personnes et les valeurs des personnes? Ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le secteur. Et on a quelques early adopters qui commencent maintenant à se positionner. Et c'est des early adopters quand même qui gèrent des milliards de mètres carrés et qui sont, qui vont tracer la route. Et puis ceux qui sont moins convaincus aujourd'hui viendront dans leur sillage naturellement. C'est ce qui se passe dans toute évolution ou révolution culturelle. C'est toujours une minorité significative en fait d'acteurs qui font basculer finalement les choses pour que ça rentre dans le mainstream. C'est un petit peu ce qui se passe à des acteurs comme Mathieu, avec TwinOps, nous, avec MyPsychia et certains autres. Donc, sont en train de créer une révolution culturelle autour de l'économie circulaire. Et en fait, le dernier levier, mais très important, parce que moi j'aime bien utiliser le terme de faire de l'aïkido avec le système, quel est le meilleur levier pour aller chercher le système là où il est, pour l'amener là où on veut l'amener en fait à un niveau de conscience et d'impact positif plus haut, c'est l'argent. C'est pour ça qu'on a développé ces signatures circulaires qui sont capables de calculer la valeur économique résiduelle des produits qui sont dans mon bâtiment. Ce n'est pas des déchets, ils ont une valeur, je peux en faire quelque chose. Et qu'on est en train de voir, comme je le disais, en fait, avec des experts immobiliers et les groupes de travail sur valeur de Circolab, pour ceux qui connaissent, à faire en sorte que cette valeur économique résiduelle soit réinjectée dans la valeur vénale et dans le bilan finalement du patrimoine d'une foncière. Voilà. Si je peux juste compléter d'un point de vue Vas-y, je t'en prie. purement technique, en fait, je pense qu'un des principaux leviers, c'est ce que moi j'ai appelé avec mes équipes la méthode KISS, c'est Keep it simple and stupid. C'est qu'aujourd'hui, en fait, ce qui va faire l'adoption, je pense que d'un point de vue intellectuel, les gens sont plutôt convaincus. D'un point de vue stratégie et ambition, l'étatique et la réglementation a beaucoup posé les choses sur l'aspect consommation d'énergie, énergie, plutôt que sur un impact environnemental global. Donc ça, c'est en train de changer, tu l'as évoqué. Mais c'est la facilité d'accès, c'est-à-dire que si les gens sont convaincus intellectuellement, ce qui, je l'espère, et ce qu'on ressent des dernières élections montre que ça semble être le cas,
Aujourd'hui, ça va être la facilité de mise en œuvre qui va être un vecteur principal de réussite. Et plus on arrivera à faire des choses qui sont simples, faciles à être utilisées et pas des usines à gaz pour des experts ultra avertis, plus on facilitera leur adoption derrière. Et c'est l'enjeu de ce qu'on mène nous sur le digital, que vous venez sur la partie justement ressources et gestion des écosystèmes. Et je pense que là où il va falloir qu'on travaille tous collectivement, c'est l'implication de la chaîne de valeur complète, c'est-à-dire de l'exploitant œuvrant, donc des petites mains qui œuvrent au quotidien sur les bâtiments et qui ont les déchets entre les mains, jusqu'aux bien-pensants des directions d'immobilière. Il faut que toute la chaîne soit impliquée pour que ça prenne, que la mayonnaise prenne et puis que ça évolue. Il y a un facteur pour moi qui va être challenge aujourd'hui, c'est la notion de temps. C'est-à-dire que les actions et l'effort vont être amenés maintenant, c'est à peu près la même sur l'UBIM, mais les actions vont être amenées maintenant pour un retour sur investissement qui va être plutôt à moyen terme, puisque on s'adresse aujourd'hui en termes de catégorisation, surtout sur du bâtiment récent ou neuf. Il y aura un challenge à mener sur la catégorisation d'existants et d'équipements et de matériaux anciens avec une mauvaise traçabilité ou autre. Je pense qu'il y aura un gros challenge là-dessus sur la digitalisation du patrimoine existant qui aidera justement à accélérer la création de ces chaînes de valorisation. Et il ne faut surtout pas hésiter à y aller aujourd'hui et à construire la donnée pour demain, parce que même si la chaîne de valorisation n'existe pas aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas le volume de ressources à retraiter, ce n'est pas pour ça que dans quelques années, elle n'existera pas. Le Tetra Pak, tout le monde s'en foutait il y a quelques années. Aujourd'hui, tout le monde a bien compris qu'il y avait quand même des choses à récupérer dedans et qu'au vu de la volumétrie, il y a des intérêts à le recycler et à en faire une ressource première. C'est un peu la même chose, sauf qu'aujourd'hui, on est sur un cycle du bâtiment qui est relativement long et il faut l'anticiper pour que ça fonctionne d'ici quelques années. Alors, tu as raison. Je vais juste rajouter un petit truc par rapport à ça. C'est que si on raisonne à l'échelle d'un seul bâtiment, c'est vrai. Si on raisonne à l'échelle d'un patrimoine, la problématique n'est pas la même. Et on le voit en fait avec les foncières maintenant qui s'intéressent et qui commencent à travailler avec nous. C'est qu'aujourd'hui, en réalité, elles gèrent des milliards de mètres carrés et donc il y a des travaux de rénovation tous les jours en fait. Il y a des budgets de rénovation considérables qui sont de manière planifiée. Donc on est en rénovation à gauche, à droite, de manière permanente. Donc en réalité, ça a déjà commencé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que alors évidemment, on récupère des ressources quand on fait une rénovation, donc issues de la déconstruction, qui ne sont pas caractérisées. Donc on a un moindre retour sur investissement de vouloir les valoriser que si elles étaient justement gérées par du resource management, où là on a une banque de matériaux et le jour où on veut rénover je sais pas, tel étage, on sait exactement ce qu'il y a dedans, on sait exactement ce qu'on peut en faire. Et donc ça c'est un point. C'est-à-dire que quand on regarde à l'échelle d'un patrimoine, on a une masse et une temporalité qui est différente de celle d'un bâtiment. Ce que je voulais rajouter en fait aussi, c'est une chose, c'est que finalement, tu parlais de simplicité, tu as raison, complètement raison, parce qu'on va être amené de plus en plus à devoir gérer beaucoup plus de complexité. Parce que quand on dit par exemple comment on peut valoriser au mieux, comment on peut upcycler au mieux tel produit usagé, on a peut-être des dizaines d'écosystèmes candidats ou des centaines de transformateurs intéressants ou peut-être des besoins qu'on va répondre plus que d'autres. C'est là où la structuration, par exemple, qu'un outil comme TwinOps, un enrichissement apporte, et c'est pour la raison pour laquelle nous, on utilise aussi des fonctions, des technologies d'intelligence artificielle. Parce que demain, le challenge, ça va être effectivement d'apporter de la simplicité compte tenu de la complexité. Et ce qui a beaucoup freiné finalement peut-être dans le domaine du bâtiment ou fait peur à tort, donc, en tout cas à tort peut-être encore maintenant, c'est de se dire, oh là là, il y a des centaines d'intervenants, des dizaines de milliers de tâches, on est dans un système extrêmement complexe. Pourquoi on n'a pas réussi encore à faire ce qu'on fait au niveau d'aéronautique ou au niveau de l'automobile? Parce que c'est, en termes d'échelle, beaucoup plus complexe. Mais quand on commence justement à structurer, comme par exemple vous le faites, et quand on commence justement à avoir des données et des technologies d'IA qui peuvent permettre de pouvoir justement articuler les talents des uns et des autres, c'est là où on peut non seulement créer plus de valeur collectivement par la somme des interactions de chacun et pouvoir partager cette valeur qui est créée entre les différentes parties prenantes, ce qui emmène en plus une résilience
à ce niveau, à ce nouveau modèle économique. Et c'est intéressant parce que du coup, au lieu de se voir comme chaque fois des concurrents qui se regardent de manière un petit peu en chaîne de faïence, en fait, de voir comment on peut justement collaborer dans différents écosystèmes de manière un peu dynamique pour créer davantage de valeur ensemble, non seulement écologique, mais aussi économique, qu'on puisse ensuite partager entre les différentes parties prenantes. Donc ça, c'est un enjeu d'intelligence collective, de coopération. Et pour ça, il faut savoir qui est qui et qui fait quoi. Et c'est pour ça, je pense que des outils comme Twinnote, MyFTKA ont une énorme valeur ajoutée par rapport au futur que l'on crée ensemble pour réellement voilà, créer le monde de demain, quoi. Mais ça se crée aujourd'hui. Et comme tu disais, Mathieu, il ne faut pas attendre. Eh bien, il est 3h05. Sauf s'il y a une question, je propose de nous quitter là-dessus. Ça va, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon? Non, c'est bon pour moi. Merci à tous d'être restés avec nous en espérant que ça a pu en éclairer certains sur ces sujets-là et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, Mathieu. Si vous avez des questions, vous savez à qui vous adresser, Mathieu ou à moi-même. Encore merci. La semaine prochaine à 14h, on aura la vice-présidente du Cradle to Cradle Product Innovation Institute qui viendra nous présenter la version 4 des critères Cradle to Cradle. Par contre, elle parle anglais, donc sachez-le. Voilà, très bonne fin d'après-midi et à bientôt.